On va demander maintenant à nos intervenants suivants vont parler de guidance en visio, guidance à distance avec nos intervenants qu'on connaît puisqu'on les a déjà entendus tout à l'heure, Marie-Joëlle Orève et Mario Speranza. Vous allez nous raconter cette expérience de guidance en visio. Je crois qu'on commence par une vidéo. Oui, tout à fait. Merci pour cette introduction. Effectivement, tout à l'heure, Mario Speranza a parlé de l'expérience de Versailles, de l'expérience d'organisation des propositions de guidance. Et donc, dans le cadre de ces propositions de guidance, on en est venu à proposer des guidances en visio. Et donc là, on va vous présenter 2 témoignages. Je remercie vivement les 2 mamans qui ont accepté de témoigner. Dans les 2 cas, il s'agit de guidance dans le cadre de guidance ciblée, dans le cadre de troubles du spectre de l'autisme. La première maman va nous parler d'une expérience de guidance en groupe de parents, en visio, autour de la guidance qui s'appelle Ruby, donc centrée sur les troubles du comportement, les difficultés comportementales dans les troubles du spectre de l'autisme. Et le second témoignage, il s'agit d'une maman, d'une petite fille, Amandine, qui a été suivie, alors là, pas dans le centre de guidance. Enfin, la maman n'était pas venue dans le centre de guidance Parcours Parents, mais cette petite fille est suivie dans une autre unité du service qui s'appelle DIPA. C'est un dispositif d'intervention précoce en autisme qui utilise la méthode Denver. Et juste un petit point, parce que cette maman, elle va nous parler d'une autre guidance qui n'est pas du tout la guidance Denver qui va avec la méthode Denver utilisée avec cette petite fille. C'est juste pour donner l'information que, justement, on a pu adapter la proposition de guidance en toute transparence avec elle, puisqu'elle pouvait suivre cette guidance Denver, mais elle a voulu suivre également cette guidance PACT, qui donc était centrée sur la communication. Voilà, tout ça pour dire que cet ajustement peut se faire aussi au sein d'une unité de prise en charge des enfants. Voilà. Et là aussi, cette guidance a pu se réaliser pour les raisons qu'elle nous indiquera en visio. Alors, depuis la Covid, l'utilisation de tout ce qui est visio, consultation, téléconsultation a beaucoup augmenté. Mais nous avons, depuis cette contrainte liée à la Covid, appris l'utilité de la téléconsultation bien au-delà des situations auxquelles on l'a appliquée au début. En effet, dans cette commentaire rapide après ces 2 belles vidéos, je voulais vous proposer un rapide panorama de cette pratique. Donc, quelles sont les modalités possibles de téléconsultation, quels sont les avantages mais aussi les limites, et puis donner quelques éléments rapides sur les données scientifiques qui concernent l'efficacité de ces modalités en téléconsultation. Alors, D'abord, effectivement, quelles sont les différentes modalités d'utilisation du distanciel? Alors, d'abord, ce n'est pas une seule pratique, mais c'est toute une série de pratiques différenciées. Il y a les modalités individuelles d'abord, sont des téléconsultations. Le professionnel peut accompagner le parent indirect, il peut observer certaines interactions qui se produisent avec l'enfant et proposer des ajustements indirects durant la consultation. Que l'enfant soit présent, évidemment, ou qu'il soit absent, c'est-à-dire directement uniquement avec le parent. Il existe également des formats en groupe, plus en visioconférence, on l'a déjà vu dans l'après-midi. Souvent sont utilisés pour la psychoéducation, là où il y a vraiment un partage d'expériences entre les parents et l'apprentissage de stratégies qui peuvent être utilisées. Et le groupe est un très bon médiateur de l'acquisition de compétences via l'expérience partagée, guidée par les professionnels. Et le format en visioconférence permet d'accéder à des nombres plus importants de parents simultanément, même si dépasser un certain nombre de personnes présentes, les échanges directs entre les personnes a tendance à se réduire, d'où la possibilité, par exemple, d'utiliser sous certains supports visio des salles pour faire des sous-groupes.
Il existe également des formats hybrides dans lesquels il y a des modules de formation qui sont faits en ligne. Il y a des supports vidéo qui sont utilisés par les parents, voire des plateformes numériques dans lesquelles il peut y avoir des informations qui sont évidemment non indirectes, non avec un professionnel, mais qui peuvent être complémentées par des accompagnements par un professionnel. Et puis, comme on l'a vu dans la dernière vidéo sous le pacte, il y a l'utilisation de vidéo-feedback dans lequel les parents filment les situations du quotidien et puis qui sont analysées, discutées avec un professionnel pour identifier les meilleures stratégies, les points d'ajustement. Et cela peut se faire tout à fait de façon adaptée à un distanciel, en visioconférence, avec les outils classiques qu'on utilise au quotidien dans différents contextes. Alors, quel est l'intérêt du distanciel? Les parents l'ont déjà bien dit. Le premier point, c'est qu'il permet de réduire fortement des contraintes, que ce soit géographiques ou logistiques. Ce qui est particulièrement pertinent, notamment dans des territoires où l'offre de soins de proximité est limitée. Mais on a vu que ce n'est pas uniquement pour les situations dans lesquelles il y a forcément une distance géographique, mais c'est aussi pour arriver à ajuster cette offre aux disponibilités des parents avec une souplesse que les déplacements ne permettent pas. On sait dans plusieurs endroits, la distance est une vraie contrainte aussi, la disponibilité des parents en journée, malgré des possibilités de disposer d'horaires assez larges. Il y a un deuxième point important, c'est qu'il y a une dimension écologique intéressante. Les situations observées se déroulent directement dans l'environnement naturel de l'enfant. Et ça peut être un point important pour la généralisation des stratégies. Il y a quelque chose qui se fait en direct dans le lieu de vie, avec le contexte auquel l'enfant est sensible, et ça peut améliorer l'utilisation de techniques qui se généralisent. Il y a aussi quelque chose qui concerne l'engagement des parents, qui sont probablement dans une position d'acteur davantage de l'intervention, avec une amélioration de la compétence parentale. C'est en général pour les pratiques de guidance. En distanciel, c'est une composante qui peut être aussi présente. Et puis évidemment, il y a la continuité de soins dans des contextes où les déplacements peuvent être compliqués. C'est quelque chose qui a un rôle majeur dans le quotidien des parents qui ont des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Alors évidemment, il n'y a pas que les avantages, il faut avoir aussi des points de vigilance. D'abord, il y a un certain nombre de contraintes techniques. Évidemment, il y a une certaine inégalité territoriale et individuelle des familles par rapport à l'accès à la qualité de la connexion, au matériel disponible, l'aisance avec l'utilisation du numérique, même si ça se démocratise de plus en plus, c'est quelque chose auquel il faut pouvoir faire attention pour ne pas créer des difficultés à des familles qui pourraient en bénéficier. Alors, il y a quelque chose qui est aussi à questionner, à interroger sur la qualité de l'alliance thérapeutique, qui peut parfois être un peu plus difficile à construire à distance, notamment en début de suivi. Ce qui fait que dans l'expérience de beaucoup de dispositifs, la possibilité de rencontrer les parents en présentiel avant d'engager un suivi en distanciel est conseillée. Ce qui fait que la qualité par la suite du lien en distanciel s'améliore beaucoup si au tout début il y a eu un lien présentiel et physique concret qui permet d'agencer quelque chose d'une qualité interpersonnelle efficace. Alors, il y a probablement aussi une limite dans ce qu'on peut observer en distanciel. Par moment, l'observation peut être moins fine qu'en présentiel parce qu'on n'a pas forcément l'ensemble des éléments sensoriels, visuels, du contexte qu'on a en présentiel. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention pour parfois être attentif à amplifier aussi la manière de communiquer les expériences et ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'il faut amplifier ce qu'on appelle les signes ostensibles de communication, c'est-à-dire qu'il faut parfois augmenter l'intensité du signal qu'on transmet aux parents pour que ce soit perceptible dans ce qu'on essaye de lui transmettre. Et puis, en effet, il faut faire attention à ne pas mettre une charge supplémentaire de responsabilité, de charge organisationnelle auprès des parents. Et donc ça, c'est très personnel. Il faut que soit discuté avec les familles pour voir ceux qui préfèrent, ceux qui sont
moins à l'aise avec cette modalité d'échange. Alors, mais qu'est-ce que dit la littérature scientifique au-delà des expériences qui, de notre point de vue, sont globalement très positives? D'abord, il y a un certain nombre de publications qui soutiennent l'utilisation de ces modalités en distanciel et en général les interventions parentales et les interventions en téléconsultation, télésanté, montrent qu'il y a une amélioration des compétences parentales avec une certaine fidélité à l'utilisation des stratégies, avec une amélioration du développement des enfants, avec une amélioration de la communication, et donc globalement une efficacité de ces interventions en télédistance qui est similaire, voire superposable aux interventions en présentiel. C'est quelque chose qui est probablement lié aussi avec notre plus grande aisance qu'on a dans l'utilisation de toutes ces modalités de communication associées à la satisfaction parentale qui est souvent très élevée. Et ça, c'est un point important sur probablement la facilité d'accès à ces modalités. Et donc, il existe un certain nombre d'études randomisées auxquelles on a en partie aussi participé à développer sur le fait que ces modalités ont une certaine efficacité avec un niveau de preuve qui commence à être intéressant, même si on est encore dans des études préliminaires qui sont encourageantes, mais qu'il faut consolider avec un certain nombre d'études supplémentaires, évidemment dans des contextes différenciés. Donc, pour conclure, donc le distanciel ne doit pas être envisagé comme une solution de remplacement du présentiel, mais c'est plutôt comme quelque chose de complémentaire et un peu à la carte en fonction aussi des besoins individuels. Mais ça permet d'avoir accès plus facilement et à un nombre plus important de parents qu'en situation uniquement de présentiel. Donc il est très important quand même d'améliorer l'accessibilité de ces interventions. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est centré sur les parents. Et donc la téléconsultation et le mode distanciel vraiment répond à cette exigence. Donc on pourrait dire, pour résumer, que le distanciel ne remplace pas le présentiel. Il transforme quand même la place du parent, qui devient un agent du changement, qui est impliqué avec une plus grande facilité d'accès à ces modalités. Et là, c'est probablement ce qui réside dans la force de cette modalité. Et donc, la clé, probablement, est de réfléchir à l'articulation entre présentiel et distanciel, afin de proposer à nouveau des dispositifs flexibles et adaptés aux besoins des familles. Voilà. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. On a beaucoup de questions qui sont arrivées sur cette deuxième table ronde, donc on va faire des questions très courtes, avec des réponses très courtes, et avec le professeur Amaria Bagdadli. On a vraiment sélectionné des questions courtes et des réponses courtes. Il y a une question qui vous est adressée en particulier sur cette question du distanciel et de la visio. Est-ce que la guidance en visio est sectorisée, et pourquoi pas accompagner en guidance des gens qui seraient loin? Et pour tout vous dire, la question vient de quelqu'un qui est en Outre-mer. C'est le propre du distanciel, de pouvoir avoir accès à des personnes qui ne sont pas à proximité. Dans le cas, par exemple, de l'SDM, c'était développé en Australie, dans des territoires où la distance par rapport à des centres spécialisés était tellement importante que c'était inenvisageable de faire autrement. Donc oui, c'est tout à fait pertinent, et c'est peut-être l'une des clés du fait de créer des dispositifs un peu territoriaux qui pourraient répondre à des questions un peu de distance, d'éloignement. Professeur Bagdadli, beaucoup de questions qui sont arrivées là. Alors, beaucoup de questions. Et quelques-unes, ce ne sont pas seulement des questions, ce sont des commentaires sur les difficultés d'accès à la formation, avec comme corollaire la question de comment se former non seulement à la guidance parentale, mais aussi aux troubles neurodéveloppementaux. Alors, je me permets de souligner qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives nationales, et notamment dorénavant un MOOC sur les troubles neurodéveloppementaux, auquel j'invite tous nos internautes à s'inscrire. Allez rapidement, pour ne pas dire immédiatement, sur France Université Numérique, et vous verrez qu'il y a la possibilité de se former gratuitement, à distance, de manière complètement personnalisable. Ça dure 14 heures, et ces 14 heures, vous pouvez les faire en 24 heures ou en un an, à votre rythme, selon vos contraintes, et vous pourrez vous sensibiliser de manière approfondie à chacun des troubles du neurodéveloppement, mais aussi détricoter quelques idées reçues qui ont été d'ailleurs communiquées par les internautes dans leurs questions.
Concernant la guidance, il y a plusieurs fois la question de est-ce qu'il va y avoir un module d'initiative nationale sur la guidance. Et je voudrais souligner que, en collaboration entre le Groupement national des centres de ressources autisme, dont je salue l'initiative, et le Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux, il y aura bientôt une formation en ligne sur l'éducation thérapeutique de la personne. On en a parlé, beaucoup d'internautes ont souligné que souvent ces initiatives ne concernaient que l'autisme. Et ma réponse sera non. Pour commencer, cela concernera l'autisme, bien entendu, le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi le TDAH. Donc, pensez à consulter le site du Groupement national des centres de ressources autisme. Ça ne concerne pas que les professionnels des centres de ressources autisme, mais toutes les personnes intéressées par ce type de formation. Et dans un an, il y aura, selon cette même démarche et collaboration, une formation en ligne sur la guidance autour des principes fondamentaux que vous nous avez rappelés, Marie-Joëlle et Mario, tout à l'heure. Il y a bien sûr des méthodes, il y a des marques pour la guidance parentale dans le TDAH, dans l'autisme, dans le handicap intellectuel, dans le trouble du langage. Mais au-delà de ces marques, il y a des principes, d'ailleurs qui viennent historiquement des principes de la psychologie du développement, qui étaient vraiment bien implémentés historiquement en Europe, qui vont être repris pour proposer de manière accessible, le plus facile possible, de la formation sur la guidance au plus grand nombre. Et puis, il y a aussi une initiative dont tu peux parler, peut-être, qui concerne la mise en place d'un diplôme interuniversitaire sur la guidance des parents. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, on est en train de lancer un projet de diplôme interuniversitaire sur la guidance parentale dans l'ensemble des troubles en pédopsychiatrie, donc non uniquement pour le neurodéveloppement, qui va être porté par Marie-Joëlle Le Rêve et moi-même pour Versailles, mais qui est en collaboration avec justement Maria Bagdali, Diane Purper et d'autres centres universitaires, dont l'objectif c'est de donner ce noyau de compétences de guidance parentale généraliste et dans toutes les différents troubles spécifiques de troubles neurodéveloppement, le TDAH, le trouble du spectre de l'autisme, les troubles des coordinations, les troubles neurovisuels, les troubles plus du comportement, jusqu'aux troubles plus sévères de l'adolescence et des jeunes adultes. Donc vraiment tout le spectre des troubles en pédopsychiatrie, et avec les différents modèles possibles, avec une partie centrée sur des acquisitions de compétences spécifiques, donc avec des modules plus ciblés. Donc c'est un projet qui devrait, en principe, être lancé à partir de la rentrée prochaine. Merci. Il y a aussi d'autres questions qui concernent la formation. En fait, il y en a beaucoup. Peut-être que tout à l'heure, Vincent Gaillot réagira sur ce point-là. Existe-t-il une sorte de portail qui viendrait recenser, valoriser les formations autour des bonnes pratiques, et je voudrais rappeler une initiative de la délégation interministérielle sur les troubles neurodéveloppementaux avec l'appui d'une de vos conseillers qui est Julie Duval, en partenariat avec la totalité des centres d'excellence et d'autres équipes expertes dans le domaine des TND, pour être en capacité dans quelques mois, avec l'appui du Groupement national des CRA, de recenser toutes les pratiques recommandées et les formations à ces pratiques. Donc je voudrais rassurer les internautes qui se disent que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir se repérer dans l'offre de formation, que les choses sont en train de se structurer, de s'organiser et qu'on va dans une bonne direction. Moi, je voudrais souligner un petit commentaire qui a été fait par un internaute qui m'a touchée, qui indique que certains parents refusent les propositions de guidance parentale parce qu'ils ont l'impression que ces propositions les stigmatisent dans leur posture parentale et qu'il y a une sorte d'assimilation peut-être. D'ailleurs, tu faisais référence tout à l'heure aux programmes qui sont destinés à la prévention de la maltraitance et aux techniques qui sont extraites de ces programmes d'entraînement des habiletés parentales dans d'autres champs de la santé ou du développement. Et donc, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça l'un ou l'autre ? Alors, un commentaire, c'est surtout ce commentaire de ce parent très important, et je pense qu'il faut vraiment répondre de façon très claire. Nous sommes dans une posture qu'on pourrait appeler de dynamique transactionnelle. Si un enfant a des spécificités dans son fonctionnement, ça induit forcément des réponses qui sont plus complexes, un ajustement qui devient quasiment exceptionnel pour arriver à répondre aux besoins de cet enfant.
Et donc, nous, avec cette stratégie de guidance, on vise à améliorer l'ajustement réciproque entre les spécificités de l'enfant et la manière dont le parent peut répondre pour être le plus proche de ce dont a besoin l'enfant. Donc on n'est absolument pas dans une recherche, par exemple, de responsabilité ou de défaillance, mais au contraire, de valoriser tout ce que le parent sait faire, mais là aussi les limites face à des besoins qui sont parfois exceptionnels si on ne les connaît pas, si on ne les identifie pas. Et donc tout le travail qu'on fait, c'est d'aider les parents à identifier ces spécificités et à y répondre de la manière la plus ajustée possible. Merci. Marie-Joëlle. Oui, enfin, c'est une très très bonne question, effectivement, parce qu'il ne faudrait pas que les parents repartent avec l'idée qu'on va les changer, qu'ils sont responsables de quoi que ce soit, pas du tout. Et en particulier, c'est vraiment ce que dit Mario Speranza, c'est en particulier dans les troubles du neurodéveloppement, il y a une interaction qui se met en place du fait des troubles de l'enfant, qui nécessite en fait que certaines compétences naturelles des parents soient mises en valeur, plus développées. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils savent faire, mais que peut-être ils vont faire pas suffisamment au regard des troubles de l'enfant. C'est-à-dire que ça suffirait tout à fait, et ce serait tout à fait opérationnel avec un enfant qui n'aurait pas de troubles. Mais là, du fait des troubles, je cite en exemple quelque chose de très précis, c'est par exemple imiter son enfant, ou ce qu'a dit la maman, suivre l'enfant dans ses interactions de jeu. Eh bien ça va être nécessaire pour que cette boucle interrationnelle se mette en place de bonne façon du fait des troubles de l'enfant et non pas du fait d'une quelconque difficulté qui viendrait du parent. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, on va aller chercher à mettre en valeur, grâce à ces guidances, ces compétences qui préexistent chez le parent, mais qui peut-être ne sont pas suffisamment utilisées du fait des troubles de l'enfant. C'est ça l'idée. Alors pour compléter cet échange, je voudrais souligner que certains internautes ont posé la question des moments où les parents ne sont pas présents parce qu'ils ont un problème de santé ou pour d'autres raisons. Quel appui, dans le cadre de la guidance des parents, aux substituts parentaux, que peuvent être les assistantes maternelles, les assistants familiaux, quel appui pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que l'un de vous veut répondre? C'est aussi une autre très bonne question. De la même manière que les parents doivent être aidés à mobiliser leurs ressources, les professionnels autour de l'enfant, que ce soit dans les situations naturelles de crèche ou de PMI ou de contexte scolaire, les professionnels, par exemple, de l'aide sociale à l'enfance pourraient bénéficier largement de ces guidances, essayant de les mettre en place d'une manière adaptée à leur profession. Et l'expérience qu'on a dans différents modèles, c'est que quand les professionnels qui enseignent la guidance aux professionnels sont de la même catégorie professionnelle, ça passe mieux. Donc plutôt que ce soit un médecin ou un psychologue qui forme des éducateurs, par exemple, ou des assistants, le fait que ce soit la même profession, par exemple des éducateurs qui forment des éducateurs, pourrait avoir une plus grande efficacité. Et l'idée d'avoir des binômes, comme ça a été montré dans le modèle Normandie, permet peut-être d'avoir un accès plus facile à des professionnels de toutes sortes, notamment comme ceux des enfants. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants avec TND qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance qui ne bénéficient pas forcément de soutien. À ce sujet, une petite info, le 2 avril, il y a un webinaire qui est consacré à TND et aide sociale à l'enfance pour les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ils se reconnaîtront puisqu'ils auront été sollicités pour participer à ce webinaire dont l'idée est de pouvoir faire évoluer les regards pour faire ajuster les postures professionnelles également. Et peut-être on pourrait imaginer que dans ces dernières 2 années, il y a eu la mise en place d'un certain nombre d'équipes mobiles aide sociale à l'enfance, que toutes ces équipes soient formées, s'ils ne le sont pas déjà, à des techniques de guidance qui seraient ajustées pour le TND. Et probablement, il y en a qui sont déjà formés, mais d'autres qui pourraient être formés, ça serait vraiment pertinent pour l'accompagnement de ces enfants. Une dernière question avant de passer la parole au professeur Chaban et de l'écouter nous parler de l'expérience en Suisse. Plusieurs personnes ont questionné sur la guidance parentale précoce
c'est jusqu'à quand précoce? C'est quoi la guidance parentale précoce? Est-ce qu'elle peut être tardive? Est-ce qu'elle peut concerner des parents d'adolescents, voire de jeunes adultes? Alors, aucun doute. Il n'y a aucun moment où la guidance n'est pas pertinente. Justement, les troubles du neurodéveloppement sont caractérisés par ces défis progressifs selon les âges. Et un adolescent, un jeune adulte, va rencontrer d'autres défis dans son ajustement, son adaptation au monde auquel il va être confronté. Et là, des guidances adaptées sont tout à fait pertinentes. Le type de guidance doit être différencié probablement, plus ajusté aux besoins spécifiques. C'est là cette flexibilité, cette adaptabilité qui est nécessaire, indispensable. Probablement pour certains populations plus âgées, pour lesquelles l'enjeu est par exemple l'intégration dans un monde professionnel, mais c'est des guidances, des coachings un peu différents sur lesquels il faut qu'on puisse travailler parce qu'ils ne sont pas forcément formalisés Donc on encore. peut rassurer les internautes sur le fait que la guidance précoce peut concerner des enfants de tous les âges, des enfants qui ont des TND toutes catégories, et pas seulement l'autisme, parce que c'est la question qui a été posée, et pas seulement les mamans, mais les deux parents, bien entendu, et l'environnement familial élargi, puisqu'il y a quand même des internautes qui ont souligné que ce sont parfois, enfin le plus souvent, les mamans qui sont présentes, peut-être parce que ce sont elles qui assument le plus de responsabilités éducatives quotidiennes et qu'elles se retrouvent dans les séances de guidance. Alors, on a dans les groupes de parents de plus en plus de papas. Et aussi, la visio permet, du fait de la flexibilité vis-à-vis du travail, de l'activité professionnelle, aussi de proposer des choses aux papas. Peut-être le dernier point, c'est que comme il y a des propositions possibles selon les tranches d'âge différentes, selon les besoins, en fait, il est possible de penser que certains parents bénéficieront d'un type de guidance, par exemple, quand l'enfant est très jeune, mais aussi d'un autre type de guidance parce qu'il va se révéler d'autres besoins à l'adolescence. C'est pas incompatible. Donc la personnalisation dont vous parliez tous depuis le début de l'après-midi, la guidance, c'est un programme, c'est structuré, mais ça s'adapte aux besoins et aux attentes des parents et pas l'inverse. Oui, et alors il y a quelque chose que Diane Purper a évoqué, un élément important, c'est la régulation des émotions, qui est un problème important dans les TND en général. Elle se transforme avec le temps, elle se manifeste de manière différente. Donc ça, c'est un axe, par exemple, qui peut être accompagné avec des modalités spécifiques tout au long du développement jusqu'à l'âge adulte. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions.